D'enquête sur l'utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants avec l'audition de Monsieur Marc Auberger, inspecteur général des finances, et Ilyes Bennassar, inspecteur des finances adjoint. L'audition de ce jour est enregistrée et diffusée en direct et elle fera l'objet d'un compte-rendu sur le site du Sénat. Messieurs, avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Il n'y en a pas. Je vous invite à prêter successivement serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Merci. Notre commission d'enquête, dont les membres ont été nommés le 15 janvier dernier, poursuit 3 objectifs principaux. Tout d'abord, établir le coût des aides publiques octroyées aux grandes entreprises, entendues comme celles employant plus de 1000 salariés et réalisant un chiffre d'affaires net mondial d'au moins 450 millions d'euros par an, ainsi que le coût des aides versées à leurs sous-traitants. Ensuite, déterminer si ces aides sont correctement contrôlées et évaluées, car nous devons veiller à la bonne utilisation des deniers publics. Enfin, réfléchir aux contreparties qui pourraient être imposées en termes de maintien de l'emploi au sens large lorsque des aides publiques sont versées à de grandes entreprises qui procèdent ensuite à des fermetures de sites, prononcent des licenciements, voire délocalisent leur activité. Nous avons souhaité vous entendre aujourd'hui car vous avez établi et supervisé, Monsieur Marc Auberger, un rapport « Revue de dépenses, les aides aux entreprises » publié en mars 2024, auquel vous avez participé, Monsieur Bennassar. Nous aimerions connaître la définition que vous retenez des aides publiques aux entreprises et ses justifications, au regard notamment des 4 périmètres retenus par France Stratégie dans son rapport « Les politiques industrielles en France, évolution et comparaison internationale » qui est de 2020. Quelles sont les principales conclusions de votre rapport de 2024 et plus généralement de ceux produits par vos services depuis 2020 en lien avec les aides publiques aux entreprises? Quelles sont les recommandations de l'Inspection générale des finances qui ont été suivies par le gouvernement depuis la crise sanitaire? Nous vous proposons d'organiser cette audition en 3 temps. Vous apporterez des réponses à ces différentes questions dans un propos liminaire de 20 minutes. Puis, Fabien Gay, notre rapporteur, vous posera quelques questions pour approfondir certains points. Enfin, les membres de la commission d'enquête pourront également vous interroger s'ils le souhaitent. Je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, écoutez, nous sommes très heureux d'être auditionnés. Je vous prie d'excuser 2 des auteurs du rapport, la principale Claire Bayet qui n'est plus à l'Inspection générale des finances puisqu'elle a rejoint un groupe du secteur privé, et Louise Enfray qui malheureusement était en mission à l'étranger aujourd'hui. Donc je vais essayer dans la mesure du possible de répondre aux premières questions que vous m'avez posées dans ce propos qui j'espère sera assez rapide et concis. D'abord, pour peut-être commencer dans une première diapositive, voilà, à vous faire partager les difficultés que nous avons rencontrées et que je crains que vous rencontriez également dans la définition de ce que sont les aides aux entreprises, qui est un sujet assez difficile. Alors d'abord, il y a clairement des aides directes que tout le monde identifie assez spontanément, qui sont pour l'essentiel les subventions, qui au niveau de l'État, transite très largement aujourd'hui par le programme France 2030 et également à travers les collectivités locales. Vous avez ensuite des outils qui se sont considérablement développés, qui sont des mesures fiscales qui visent principalement sous forme de crédit d'impôt à aider les entreprises en échange de certains engagements et de certaines décisions qu'elles prennent. Jusque-là, le sujet reste relativement simple, même si à l'intérieur de ces 2 catégories, il y a des complexités. Là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est qu'il y a un grand nombre d'aides qui sont en fait indirectes. Donc vous avez par exemple des aides aux ménages, je pense aides à la rénovation de logements, on peut penser au pass culture, l'aide à l'acquisition de véhicules électriques. Bon, vous voyez bien que ça bénéficie d'abord et avant tout aux ménages qui touchent ces aides, mais quand on essaye de les supprimer, ce n'est pas les ménages qui viennent vous voir, c'est plutôt les entreprises qui, in fine,
vivent de ces écosystèmes. Donc ces aides, est-ce qu'on les compte ou pas? C'est une question. Deuxièmement, vous avez des aides destinées aux salariés, donc ça, c'est un sujet très bien documenté aujourd'hui, sous forme d'exonération de charges, mais vous avez aussi les dispositifs de formation professionnelle, dont on peut considérer que dans une large mesure, ils sont aussi là, bien sûr, pour aider à la formation des salariés et leur permettre de progresser dans leur vie professionnelle, mais ça aide également leurs entreprises d'avoir des salariés mieux formés. Et enfin, vous avez des aides diffuses, donc les aides à la formation, à l'accompagnement des chefs d'entreprise. Vous avez aussi beaucoup d'aides d'aménagement, de zones d'activité. Et enfin, vous avez les projets d'infrastructure. On peut aussi étendre ça, certains programmes de l'éducation nationale, etc. Donc, on rentre dans un domaine où là, c'est plus compliqué d'associer ça directement avec aux aides aux entreprises. Donc, vous avez d'abord ces problèmes de périmètre. Et puis alors ensuite, vous avez des difficultés importantes de mesure du coût et de l'impact de ces aides. D'abord, il y en a qu'on ne sait pas très bien chiffrer. Donc ça, c'est toutes les aides sous forme de garantie, la plus célèbre étant bien sûr le PGE, dont on ne connaît pas aujourd'hui quel sera le coût final pour l'État. Et vous avez également des dispositifs qui représentent des montants significatifs pour le budget de l'État, qui concernent le service public de l'énergie. Donc c'est tous les engagements que prennent, enfin en l'occurrence EDF pour l'essentiel, d'acheter de l'énergie à des prix prédéterminés, et ensuite l'État verse à EDF l'écart entre le prix prédéterminé et le prix de l'énergie sur le marché. Donc quand le prix de l'électricité diminue et qu'EDF s'est engagé à l'acheter à un prix qui est très supérieur au prix de marché, le coût progresse très fortement. Alors en ce moment, on est plutôt dans la situation inverse, mais c'est des aides qui sont parfois très conséquentes pour certains opérateurs et certains producteurs d'électricité. Sur les aides directes, a priori les subventions qui devraient être les plus simples à mesurer, l'une des difficultés qu'on a très vite rencontrées, c'est qu'elles sont largement versées par les collectivités locales qui ne sont pas, voilà, c'est pas correctement retracé dans les appareils statistiques, et les collectivités locales ne sont pas forcément soucieuses de transmettre toutes les informations pour permettre une consolidation. Même s'il y a des progrès dans ce domaine, la DGE est en train de mettre en place des répertoires assez précis. Et enfin, on a toute une question autour des dépenses fiscales qui sont très peu suivies pour des raisons, je crois, sur lesquelles on va, je l'espère, avoir l'occasion de revenir assez longuement, car c'est un sujet important de préoccupation pour tout le monde. Peut-être on peut placer au périmètre suivant. Donc alors nous, comment on a géré ça? Bon, nous, on est une administration, comme vous le savez, qui travaille à la demande des ministres pour essayer de résoudre des problèmes assez concrets. Donc d'abord, on était assez peu nombreux en termes de moyens. On avait un temps assez court et on cherchait à atteindre un résultat opérationnel. Donc on s'est concentré sur les sujets qui étaient à la fois assez simples et de manière très pragmatique, qui étaient les plus simples à appréhender dans le cadre d'une revue de dépenses. Alors une revue de dépenses, c'est pas un exercice qui vise à une exhaustivité, on va dire, universitaire. C'est pas un travail de stratégie, c'est vraiment un travail opérationnel qui vise à dire au ministre ben voilà les pistes d'économie qui sont recensées aujourd'hui dans vos services, voilà celles auxquelles on a pu nous penser, voilà ce que l'on pense, et ça délivre des rapports qui, a priori, comme vous l'avez vu, sont pas d'une lecture particulièrement chatoyante, hein, on s'en excuse, mais qui visent voilà, à répondre à la question posée de manière assez efficace. Donc ça, c'était la manière dont on a travaillé, ce qui fait que ces questions de périmètre, pour nous, étaient finalement assez vite, assez secondaires, et qu'on s'est rapidement concentré sur ce sur quoi on pensait avoir le plus de levier, et peut-être qu'on peut passer au slide suivant d'une part, et ce sur quoi on pensait également, et on était aussi soucieux d'éviter les doublons avec d'autres missions. Alors donc il y a, je pense notamment le rapport Bozio-Wachner était à ce moment-là en cours de rédaction. D'ailleurs l'IGF, à travers la patronne de son pôle sciences des données, a été une des contributrices importantes aux travaux des deux économistes, donc l'inspection était très impliquée. On avait aussi un assez grand nombre de missions en cours dans le domaine de la culture. Donc je pense notamment il y avait une mission sur le CNC et une mission sur le soutien, les programmes en faveur des jeunes. Donc du coup, on ne s'est pas intéressé au sujet des aides dans le domaine de la culture, qui, je pense pouvoir vous l'affirmer, sont assez nombreuses. Et quand on voit les chiffres sur le nombre total d'aides, ça inclut un pack culture qu'il ne faut pas totalement négliger. Donc on s'est concentré essentiellement sur ce que vous voyez sur le tableau, c'est-à-dire une
portion, je le reconnais, quand même assez faible des aides que l'on peut recenser globalement, mais sur lesquelles on pensait qu'il y avait des leviers d'action assez facilement actionnables. Donc sur le fiscal, ça représentait 90 aides pour 18 milliards, qui relevaient soit du ministère de l'économie, soit pour l'essentiel du ministère de la Recherche ou des Transports. Et dans les aides budgétaires, on a regardé les aides dans 5 ministères. Mais en fait, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a assez peu d'aides budgétaires. On n'a pas pris en compte France 2030, qui était en dehors du périmètre de la mission. Et donc, quand on enlève le service public de l'énergie, c'est-à-dire ces aides que je décrivais au début, qui représentent 16,8 milliards, et un certain nombre de programmes d'aide qui sont versés à la SNCF pour les programmes de transport qui obéissent à une logique qui leur est tout à fait propre, le périmètre auquel on s'est intéressé était de 4,5 milliards. Voilà, sur les questions de périmètre, donc vous voyez vraiment un travail très dicté par le fait de fournir à nos commanditaires des pistes d'économie qui déjà mi-2024, il y avait quand même une demande assez forte de chercher ce qu'on pouvait faire. Donc peut-être on peut passer au suivant. Voilà, donc sur ce qu'on a identifié, on a essentiellement identifié en termes de dépenses budgétaires la possibilité de s'interroger au moins sur 935 millions d'euros, dont 920 millions qui relèvent du ministère de l'économie et des finances. Et ça, c'est vraiment à titre principal les missions d'accompagnement des entreprises qui sont assurées par les chambres de commerce et les chambres de métiers, et depuis peu, un opérateur qui se développe dans ce domaine, qui est BPI France. Donc ça, on a considéré qu'il y avait là quand même une matière à s'interroger sur la pertinence de ces aides. Alors ça fait des économies budgétaires, mais comme d'un autre côté elles sont adossées à un impôt spécifique, il est évident que la contrepartie aurait été la suppression de cet impôt de production qui est je crois, un complément à la CVAE. En ce qui concerne les dépenses fiscales, donc là on s'est surtout concentré sur les assises sur l'énergie, vous voyez, où là il y a, je pense qu'on pouvait faire à peu près 1 milliard d'économies. À 2 titres. D'une part, il y a un certain nombre de réductions d'accise sur les biocarburants qui suscitent quand même certaines interrogations. Faut-il continuer à encourager, avec des accises à taux réduits, l'insertion des biocarburants dans l'essence qui est utilisée dans les véhicules, dans un contexte où, par ailleurs, quand vous échangez notamment avec l'ADEME, vous voyez qu'il y a des très fortes tensions sur la biomasse qui est disponible. Également, des interrogations sur ce qu'on appelle les réductions d'assises pour l'électricité qui bénéficient aux électro-intensifs. Et enfin, sur le ministère de l'Enseignement supérieur et l'innovation, donc ça, c'est essentiellement le CIR. Et donc, si on passe au dispositif suivant pour répondre à votre question sur ce qui a été retenu, donc ça c'est le résumé de nos propositions, ce qui a été retenu dans le PLF 2025, donc suite d'un amendement du Sénat, donc l'ajustement du CIR a été conduit dans les conditions à peu près qui étaient proposées par le rapport. On comprend également que quelques mots ont été rajoutés pour recentrer les aides aux électro-intensifs sur les industries. Ce qui nous interrogeait, c'est le fait qu'une partie de ces réductions d'assises aux électro-intensifs fuite vers des opérateurs qui ne sont pas des opérateurs industriels. C'est-à-dire que sur un seul site, vous allez avoir une implantation industrielle, et c'est tout le site, y compris s'il va y avoir des bureaux, un magasin, pour ne pas citer une activité qui a prêté à interrogation sur ce point. On peut avoir des surfaces commerciales qui bénéficient aussi du tarif électro-intensif, ce qui est quand même assez problématique. Et on a aussi noté qu'une dépense fiscale a été supprimée, qui était les réductions d'impôt sur le revenu pour les OGA. Voilà. Après, on a proposé des pistes d'économie à approfondir dans le cadre de travaux complémentaires, parmi lesquels je citerai notamment l'ensemble des aides versées au groupe La Poste, qui sont à la fois importantes en montant et fortement croissantes, et également une réflexion sur les aides fiscales à la transmission d'entreprise. Voilà sur le bilan de nos travaux. Et peut-être donc, pour terminer, je crois, le dernier slide que je voulais vous présenter. Non, c'était terminé. Alors, attendez, j'avais encore un ou deux points à faire.
je sais que je n'ai pas totalement répondu à votre question. Alors sur les autres aspects donc vous nous interrogiez sur l'IGF en général, je ne peux pas répondre à la place du service et je n'ai pas eu le temps de relire tous les rapports. Moi, j'ai travaillé sur beaucoup de ces questions dans des rapports successifs, une évaluation sur l'IRPME, les aides dans le cadre du programme 134. Donc, il y a des idées qui se sédimentent au fil du temps, qui diffusent et qui reçoivent, comme on le voit là, un début d'application. Et on pense que le phénomène va s'amplifier. Et après, si je puis peut-être me permettre dans ce propos liminaire de faire quand même quelques observations sur cette notion de contrôle des aides aux entreprises, qui, je sais, est au cœur des préoccupations de votre commission, et j'ai entendu certaines des auditions, et je vais me permettre de prendre un point de vue quand même assez différent. D'abord, beaucoup de ces aides aux entreprises prennent la forme de dépenses fiscales. Donc les dépenses fiscales répondent à des critères. Ces critères sont contrôlés par une administration qui est l'administration fiscale, dans le cadre d'une démarche qui s'appelle le contrôle fiscal. Donc, sauf à considérer qu'il y a une défaillance majeure dans le contrôle fiscal en France, je ne crois pas qu'on puisse considérer qu'il n'y a pas de contrôle de ces dépenses. Et de ce que je sais du fonctionnement de l'administration fiscale, c'est quand même un des sujets qu'elle regarde. Et le bon sens populaire, quand même, ne se trompe pas totalement quand il dit quand vous demandez à bénéficier d'une mesure fiscale, vous risquez d'attirer l'attention du contrôleur sur vos affaires, donc réfléchissez-y avant. C'est pas totalement folklorique. Donc, bien sûr, l'administration fiscale regarde. Et quand c'est, par exemple, je pense, des dépenses importantes comme le crédit d'impôt recherche, quand c'est pas dans les critères, la sanction est immédiate. Le crédit d'impôt est rappelé. Donc, on peut pas partir de l'idée selon lesquelles les dépenses fiscales, qui sont aujourd'hui quand même un très gros vecteur, ne sont pas contrôlées. Elles ont des critères d'attribution qui sont définis par les textes, en l'occurrence le BOFIP, c'est rarement des critères simples, hein, donc les critères, c'est quand même toujours des aides qui sont très encadrées, parce que bien évidemment, chacune de ces nouvelles aides crée un trou dans la raquette du dispositif fiscal, donc l'administration s'assure qu'elle ne puisse pas donner lieu à des comportements d'optimisation ou d'évasion de l'impôt qui ne sont pas conformes à l'objectif de l'aide, donc c'est quand même des aides qui sont très strictement encadrées, et qui sont contrôlés. Enfin, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'en France, il n'y a pas de contrôle fiscal. Les aides sont contrôlées et dans le cadre du contrôle, ça porte notamment sur les dispositifs de crédit d'impôt. Ensuite, vous avez toutes les aides qui sont les aides directes versées sous forme de subventions. Et je reviendrai après sur les dépenses fiscales, car contrôler ne veut pas dire suivi. Oui, mais c'est des sujets totalement différents. Elles sont très contrôlées du point de vue des critères. Elles ne sont pas pour autant suivies, on est bien d'accord. Les aides directes, le processus est complètement différent. Les aides directes, elles sont d'abord contrôlées au moment de la décision d'attribution. C'est les fameux dossiers. Donc je fais Monsieur Louis Gallois, vous voyez. Bon. Dossiers dont l'ensemble des entreprises qui cherchent à bénéficier des aides ne considèrent pas qu'ils sont simples et faciles à remplir. Bon, ces dossiers, ils ont une finalité quand même de comprendre si les critères qui ont été posés par le législateur et la réglementation sont bien remplis au moment du dépôt de l'aide. Ce n'est pas uniquement faire de la paperasse. Donc, au moment de la décision d'attribution, certaines aides sont attribuées de manière assez automatique. C'était notamment le cas de certaines aides au moment du Covid. Mais dans la plupart des aides, je pense notamment à France 2030, vous allez sans doute interroger certaines entreprises. Elles vous diront que les dossiers, ce sont parfois de plusieurs années d'instruction des dossiers. On leur demande quand même un contrôle très approfondi qui est fait sur la nature du projet, pourquoi il faut une subvention, sa rentabilité économique. Ensuite, elles sont contrôlées au moment de leur décaissement. Donc, quand l'entreprise perçoit une aide, il ne suffit pas qu'elle envoie la décision d'attribution. En général, la décision d'attribution lui demande de fournir des pièces comptables, vérifier qu'elle a bien fait l'investissement, que l'investissement fait a été conformément à ce qui avait été dit, etc. Donc là encore, au moment du décaissement, il y a quand même une phase de contrôle assez importante. Alors ensuite, il y a, une fois l'aide décaissée, il y a la question des contrôles a posteriori. Alors ça, c'est donc pour ce qui concerne l'IGF en fait, sur deux types de dispositifs de prêt qui sont ce qu'on appelle les contrôles de part française dans les crédits à l'exportation. Donc quand la COFAS donne une garantie, elle demande à ce qu'évidemment il y ait un minimum de contenu français dans le produit et dans le contrat. Et donc on fait des contrôles a posteriori du respect de la part française. Et on fait également des contrôles sur le respect des conditions qui sont données au moment de l'octroi des prêts du FDES.
Donc ça, c'est les prêts qui sont gérés par la direction du Trésor dans le cadre de restructuration d'entreprise où il y a des conditions en général qui sont évidemment attachées au décaissement, de restructuration de la dette, etc. Ça, c'est des procédures d'entreprise en difficulté. Et donc là, on fait aussi des audits, l'IGF fait aussi des audits sur ces prêts. Après, il faut interroger les différents opérateurs, BPI France, etc., sur les audits qu'ils font eux dans le cadre des aides qu'ils gèrent. Et voilà, et ça, je pense que c'est après chacun. Enfin voilà pour ce que fait l'IGF. Donc, je me permets, à travers ce propos introductif, je sais que vous allez beaucoup entendre que les aides sont pas contrôlées. Je pense que c'est pas totalement vrai. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de je ne connais pas d'adresse en France où vous êtes une entreprise, vous envoyez votre IBAN et vous dites merci de bien vouloir me verser 5 millions d'euros parce que je suis né en telle année. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut faire des dossiers. Bon, c'est pénible. Ça, je sais que les entreprises n'aiment pas, mais ça fait partie de la démarche de contrôle. Voilà. J'espère que j'ai dû tenir le délai qui était imparti. Merci, Monsieur Auberger, et merci pour la partie finale qui ramène un petit peu les choses dans un certain équilibre. Je vais laisser la parole à notre rapporteur pour les questions qu'il a posées. Et si des collègues ont des questions à poser, qu'ils se signalent. Merci. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les inspecteurs généraux des finances, merci pour vos propos introductifs. Si j'étais provocateur, ce que je ne suis pas, je dirais qu'en vous écoutant, tout va bien. C'est parfait. On vit dans le royaume parfait où on donne de l'argent public, il est contrôlé, son efficacité, et tout va bien. Le problème, c'est que quand on revient au réel, c'est un peu plus complexe. Par exemple, moi, je m'étonne, vous nous présentez un rapport, peut-être pouvons-nous revenir à la première page, pour que tout le monde puisse regarder. Vous nous dites que vous êtes 4 pendant 4 mois. Ce que je comprends, c'est évidemment, vous ne pouvez pas embrasser tout le panel des aides publiques avec leur complexité. Aide directe, indirecte, etc. Mais dont après le montant est autour de 22 milliards, ce que vous avez identifié vous, voilà. Mais qu'on constate qu'aujourd'hui, sauf erreur de ma part, on n'a pas de listing, ou alors peut-être la DGE en a-t-elle un pour les aides au-dessus de 300 000 euros, donc ce qu'on leur demandera d'ailleurs, peut-être de nous le donner, parce que comme ça on pourra y voir plus clair. On n'arrive pas à avoir, depuis le début de nos auditions, une transparence, ou en tout cas un reporting, un tableau, pour Monsieur le Président, un tableau de bord de l'ensemble des aides directes et indirectes. Et vous le dites même, vous, je vois, donc des aides dont le coût est difficile à mesurer, premier point. Aide directe, difficile à consolider. Dépenses fiscales, peu suivies. Ça, c'est pas le rapporteur. C'est l'administration générale, vous. Voilà. Donc, après nous avoir dit tout va bien, etc., vous inquiétez pas, tout est contrôlé, tout est sous contrôle. Enfin, je veux dire, la première des questions, existe-t-il donc ce tableau de bord et ça me paraît un peu complexe à y voir. La deuxième question, peut-être sur l'évaluation des dépenses fiscales. Vous aviez suggéré la création d'une cellule spécifique dédiée à l'évaluation des dépenses fiscales, soit en la rattachant à votre service, soit au Conseil des prélèvements obligatoires. Est-ce que ces travaux ont été entamés? Est-ce que cette cellule a été créée? Combien de personnes y travaillent? D'ailleurs, dans la même veine, vous voyez, par exemple, lorsqu'il y a eu les annonces du plan Michelin, je prends ce groupe-là, mais ce n'est pas lui que je vise, Michel Barnier, alors Premier ministre, a déclaré à l'Assemblée nationale, mais ici au Sénat, devant nos deux hémicycles respectifs, qu'il allait demander des comptes à Michelin sur l'utilisation de l'argent public, après le plan social annoncé. Selon vous, cette annonce a-t-elle été suivie de faits? Vous a-t-on demandé à vous-même, ou peut-être à un autre service, d'effectuer des contrôles? Si oui, qu'est-ce qui a été fait? Parce qu'il y a l'annonce politique, et puis après, il y a le réel. Troisième chose, peut-être sur les conditionnalités. Êtes-vous ou pas favorable à des conditionnalités? Parce que quand on additionne un certain nombre,
pour l'instant de services, d'économistes, de juristes. Ils nous disent, vous savez, comme vous, difficile à mesurer, difficile à consolider ou peu suivi, parce que les critères seraient là aussi flous. Par exemple, vous reprenez, vous évoquez le CIR, très intéressant, CIR. Par exemple, est-ce que vous trouveriez normal qu'une entreprise qui bénéficie chaque année de crédit impôt recherche, mais licencie, je ne cite pas d'entreprise, vous allez voir laquelle je parle, mais qui, pendant 10 ans, touche du crédit d'impôt recherche, licencie l'ensemble de sa recherche en France, est-ce que vous considérez que oui ou non, par exemple, elle serait éligible à rembourser ce crédit d'impôt recherche? Et selon vous, existe-t-il aujourd'hui, oui ou non, des mécanismes qui vont jusqu'à demander le remboursement? Enfin, je le redis, notre question n'est pas l'ensemble des entreprises. La question qui est posée, c'est celle de l'utilisation par les grands groupes. Et notamment, je pense qu'il y a une question, on sera divisé sur un certain nombre de choses. Mais on est d'accord sur un principe, je crois, et chacun le redira. C'est que nous ne sommes pas opposés à ce que les entreprises soient aidées. Mais on a du mal à évaluer la masse qui est accordée aux grandes entreprises, aux ETI et aux petites entreprises. Avec le président, qui est aussi président de la délégation aux entreprises, je pense que nous partageons un constat, c'est que des petites entreprises n'arrivent pas aujourd'hui à accéder à un certain nombre d'aides parce qu'elles n'en ont pas les moyens. On vient d'en parler avec nos précédents audités, parce qu'elles n'en ont pas les moyens. Par contre, les grands groupes, eux, n'ont aucun problème pour remplir l'ensemble des dossiers et accéder, évidemment, à l'ensemble. Voilà mes premières questions et je vous remercie des réponses que vous pourrez nous apporter. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Ça fait beaucoup de sujets de débat. Alors, donc, je n'ai pas insisté dans la présentation sur ce qui n'allait pas. Donc maintenant, on va rentrer dans cette discussion qui est effectivement, qui est effectivement votre première question. Bon, ce qui clairement est problématique et ce qui explique aujourd'hui, c'est ne nous trompons pas. Quand je parle de contrôle, je ne parle ni de suivi ni d'évaluation. C'est des choses totalement différentes. Le contrôle, ça vise à s'assurer qu'il n'y a pas de fraude massive en France aux aides aux entreprises. Bon. Peut-être que votre commission en découvrira, je n'en sais rien, mais on n'est pas dans la situation qu'a connue la Grande-Bretagne, par exemple, sur les aides Covid, etc. Donc, c'est à ça que je fais référence. Je pense que, si vous voulez, au niveau microéconomique, l'attribution et la gestion de ces aides est encadrée. Voilà. En revanche, elles ne sont pas suivies. Là, je crois qu'on peut... Alors, c'est encore un autre sujet. Mais déjà, faudrait-il, pour les évaluer, être capable de les suivre. Donc, savoir effectivement combien ça coûte, etc. Alors, ça tient à plusieurs phénomènes. D'abord, là, je m'exprime assez librement, hein, clairement, mais les dépenses fiscales, qui sont aujourd'hui le principal vecteur des aides aux entreprises, sont confiées à une administration qui fait très bien son travail, ou pas très bien, chacun a son point de vue, qui est l'administration fiscale, dont le métier consiste à établir, recouvrer, contrôler l'impôt. Bon. L'administration fiscale, l'efficacité de la recherche en France par les entreprises ou les préoccupations de l'emploi que vous soulignez, c'est pas son métier. Donc, quand elle établit un texte de déclaration, par exemple du CIR, qu'elle cherche à savoir, c'est est-ce que les dépenses sont éligibles conformément au BOFIP, est-ce que ça respecte les critères qui m'ont été fixés par la loi, et comment je vais faire pour contrôler et vérifier que les calculs qui sont faits sont exacts. La question de savoir si l'entreprise embauche des chercheurs, par exemple, une entreprise qui bénéficie du CIR, vous ne savez pas combien de chercheurs elle emploie. Vous ne pouvez pas savoir. Ce n'est pas dans la déclaration. Et voilà. Quand vous faites l'IR-PME, par exemple, donc c'est les réductions Madelin d'impôt sur le revenu au profit des particuliers, à quelle entreprise, dans quel secteur la réduction, donc le particulier investit dans une entreprise, où c'est allé. L'administration fiscale, elle a le numéro parce qu'en cas de contrôle, elle veut vérifier que l'entreprise existe. Mais on ne demande pas dans quel secteur, quel était l'effectif de l'entreprise. Enfin, toutes ces informations, prenez l'exemple d'un crédit d'impôt, le crédit d'impôt jeux vidéo, à combien d'entreprises ça bénéficie? Est-ce que c'est concentré sur un grand acteur que tout le monde a en tête? Est-ce que ça bénéficie aux petites entreprises? Donc, toutes les données autour du des crédits d'impôt sont recensées et compilées dans un objectif qui est conforme à l'administration qui les gère, qui est
l'administration fiscale. Or, ils ont une finalité économique. Juste une question, par exemple, Ouais. sur le CIR, pour bien qu'on comprenne. Oui. Vous dites, très bien, on ne cherche pas à savoir combien de chercheurs sont embauchés. Et y compris, est-ce que la recherche effectuée en France ou pas n'est pas la question de l'administration fiscale? Alors, si, ça pour le coup, parce que les textes prévoient des dispositions, alors c'est française, c'est Union européenne, il y a des dispositions Union assez européenne. précises. Alors, de plafonnement qui sont différentes selon lequel c'est fait dans une société dépendante du groupe ou pas. Donc, il y a toute une logique anti-optimisation du dispositif qui est extrêmement prégnante. Européenne. Alors oui, le CIR, c'est européen. C'est-à-dire que vous pouvez, Donc là, voilà. vous avez un plafond de 10 millions d'euros pour des dépenses qui doivent être faites dans l'espace économique européen, ramené à 2 millions d'euros si ces dépenses sont faites dans une société qui est une de vos filiales. Voilà. Donc pas obligatoirement en France. Pas obligatoirement en France, non. D'accord, merci. Voilà. Donc, donc ça, c'est les règles de fonctionnement du CIR. Mais ces dispositifs sont aujourd'hui conçus et administrés dans une optique, encore une fois, qui est celle de l'administration auquel on les a confiés. D'où la proposition qu'on formule en fin du rapport, qui n'a pas reçu je réponds tout de suite à votre question, qui n'a pas reçu de début d'application, mais auquel il y a des réflexions qu'il faut maintenant, je crois, assez nombreux, on est conscient, mener. Il faut, à l'occasion de chacune des dépenses fiscales, créer à la fois un référentiel d'évaluation, donc parce qu'à terme, on va devoir évaluer cette dépense. Pour faire l'évaluation, il va falloir des données. Et donc, il faut à la fois un référentiel d'évaluation et tirer de ce référentiel d'évaluation la base de données dont on aura besoin pour pouvoir assurer, dans un premier temps, le suivi et en fin de mesure, l'évaluation. On est dans le suivi et l'évaluation, ce qui n'est pas du tout le point de savoir si l'entreprise X ou Y a touché une aide en fraudant la loi. Vous voyez, là, on est plus dans le contrôle du point de vue de l'utilisation de la dépense publique et de la gestion d'une politique publique. Et donc, ce travail, il reste encore aujourd'hui à faire. Et je pense qu'il est aujourd'hui de plus en plus nécessaire au moment où, effectivement, les questions sur ces aides se multiplient. Donc il faut, à chaque dépense fiscale et à chaque renouvellement de dépenses fiscales, qu'il y ait un cadre de référence d'évaluation qui soit défini, avec un minimum de données qui doivent être transmises par le bénéficiaire, indépendamment de la procédure fiscale, qui est couverte par le secret fiscal, qui est aussi une difficulté pour faire la transparence sur ces aides, couverte, le cas échéant, par le secret statistique, mais qui doit permettre aux administrations qui gèrent ces aides d'en assurer un suivi quand même beaucoup plus efficace. Et je pense que le constat que vous allez faire est qu'effectivement la situation de ce point de vue-là n'est pas totalement satisfaisante. Donc c'est aujourd'hui clairement l'un des points, l'un des angles morts importants du dispositif, c'est que c'est très difficile de suivre ces aides, de savoir de quel type de dispositif une entreprise a bénéficié, etc. C'est une réalité, c'est incontestable. Voilà. Excusez-moi, pardon, Ouais. monsieur, mais pour bien qu'on se comprenne, parce que vous êtes la première administration que l'on voit, Ouais. et vous avez vu, on veut s'appuyer sur les faits, pas Oui. sur les on-dit, sur les faits. Non, oui. Et ce qui est plutôt bien pour une commission sénatoriale, Voilà. de commencer à s'appuyer Ouais. sur des faits. Donc, globalement, l'administration fiscale contrôle si l'entreprise ou pas y a droit à telle ou telle aide. Exactement. Elle est versée, mais ce que vous déplorez, ce qu'on constate, si on veut rester neutre, ce qu'on constate, Bon, ça, oui. donc on sait si l'entreprise y a droit ou pas, et ça plutôt de façon rigoureuse, parce que c'est l'administration fiscale. Je pense. Donc une entreprise a droit à une exonération de cotisation sociale à hauteur d'1,5 le SMIC. 10 000 ça, employés. Non, mais quand je dis ça, bon, 10 000 employés, 10 000, Ouais, voilà, ouais, d'accord. allez. Mais après, le suivi, l'évaluation, voire, alors un gros mot, hein, mais je ne veux pas qu'il y ait de syncope ici, voire potentiellement sanction ou pas si on constate, ça n'existe pas. C'est le mot de l'administration fiscale insatisfaisant. C'est ça. Non, mais si vous voulez la sanction, si vous n'avez pas respecté les critères, Oui. là, le Non, mais- fisc va vous redresser. Hein, Oui, mais va récupérer l'argent. pas de suivi, pas d'évaluation. Ça, c'est Non, mais clair. ça, si vous voulez, encore une fois, c'est le suivi, si vous voulez, de ces mesures. Une fois, si on a voté, décidé et mis en œuvre une mesure qui s'avère inefficace et absurde, que les entreprises en ont bénéficié, ça me paraît un peu compliqué ensuite de revenir vers les entreprises et de demander de rembourser. Si on a fait une connerie avec, excusez-moi de l'expression, avec
décision de dépenses fiscales qui s'est avérée complètement inefficace. On ne peut pas aujourd'hui revenir en arrière en disant... si vous permettez, Monsieur Auberger, je pense qu'il faut... Mais il ne faut absolument pas confondre contrôle qui, en cas de fraude, peut donner des sanctions, et là on est tous d'accord sur le sujet, et efficacité derrière de l'utilisation du denier public, qui dès l'instant où de toute façon on aspire à cela, mais que ça ne fait pas partie des critères d'attribution, c'est juste parce qu'on veut... Voilà. Il ne faut pas confondre les deux choses. Ce qu'on fait très bien, et c'est pour ça que je pense qu'on a rarement... Les scandales, entre guillemets, portent rarement sur de la fraude. Parce que déjà, comme vous l'avez dit, les dossiers sont pour le cas plutôt assez encadrés, je dirais même compliqués. Moi, j'ai entendu des chefs d'entreprise dire par moment, mais c'est à croire qu'ils veulent pas qu'on demande l'argent tellement c'est compliqué de remplir les dossiers. Ce qui est valable pour les collectivités aussi d'ailleurs. Et où là, on a, j'allais pas dire la facilité, mais les choses sont cadrées sur le fait d'un contrôle. Est-ce que vous y avez droit? Est-ce que vous n'y avez pas droit? Est-ce que vous l'y avez bien utilisé en rapport, c'est-à-dire que vous l'avez dépensé, si on parle de crédit impôt recherche, pour la recherche ou pas? Et quand les contrôles sont faits, on voit tout de suite s'il y a eu, c'est le cas de le dire, de la fraude ou pas. Et là, on part sur un redressement. Derrière, il y a l'objectif qui demanderait un suivi, une évaluation, mais qui jusqu'à maintenant n'a jamais été encadré par une obligation. Autant il y a une obligation de moyens, autant on n'a pas une obligation de résultat. Et tant que c'est pour ça que je voudrais bien qu'on arrive à fixer les critères sur le domaine. Quand on dit oui, mais enfin il y a des entreprises qui ont touché des aides publiques et qui ont licencié. Il y a des entreprises qui ont touché des aides publiques et qui ont délocalisé. Si à l'origine, dans l'attribution des aides, c'est pas écrit clairement, noir sur blanc, que pour ça, pendant un certain temps, ou etc., on ne peut pas ni licencier, ni délocaliser, on ne va pas pénaliser derrière des entreprises sous prétexte qu'à l'origine, on n'a pas inscrit ça dans les règles du jeu. Voilà. Et là, on parle de conditionnalité. Donc, il faut bien différencier les critères d'attribution qui nécessitent, qui peuvent se faire, et qu'il le faut, ça se fait, des contrôles qui peuvent donner lieu à des sanctions, et l'absence totale derrière de suivi et d'évaluation, et ce qui fait que donc forcément, ça laisse derrière des possibilités qui, elles, de toute façon, ne sont pas sanctionnables, puisqu'on ne les a pas mis au départ dans les critères. Parce qu'on n'a pas commissionné. Voilà. Sur donc la deuxième question, c'était, si on a terminé avec la première, c'est sur l'évaluation des dépenses fiscales. Donc il y a des missions d'évaluation qui sont faites. Bon, le CIR a quand même été très largement évalué. Il y a des rapports qui ont été faits. Ces rapports sont intéressants et par certains côtés assez frustrants, hein, pour être clair, parce que vous voyez bien qu'il c'est pas simple d'avoir une conclusion très tranchée. Voilà, moi j'ai travaillé sur l'IRPME, donc sur l'évaluation des dispositifs de réduction d'impôts Madelin, FCPI. Voilà, alors ça, on va y venir. Vous parliez tout à l'heure des dispositifs pour faciliter la transmission d'entreprise. Oui, je trouve que moi j'ai commis un rapport sur la transmission d'entreprise il y a 2 ans de cela et que voilà. Il n'y a jamais eu d'évaluation. Et c'est là qu'est le problème. Voilà, donc les mesures. On peut dire tout ce qu'on veut sur un dispositif nombreuses. Tant qu'on ne l'a pas évalué, tant qu'on n'a pas non plus le tableau de bord qui nous dit il y en a eu tant pour tant correspondant à tant d'entreprises et tout. Je crois que c'est ce que dit la Cour des comptes dans son rapport, article 4, qui dit de toute façon Dutreil touché à Dutreil dans un sens ou dans l'autre. Dutreil, pardon. Tant qu'il n'y a pas eu une vraie évaluation du dispositif, ce serait purement idéologiste, dogmatique. Donc pour l'instant, vous n'avez pas connaissance. Non, parce que c'est quand même un vrai accompagnement financier, il y a un travail, une aide aux entreprises. Il y a un travail de la Cour des comptes qui est en cours. Moi, j'en connais pas les conclusions. Voilà, sur donc qui, je pense, pour avoir discuté avec les auteurs, sera intéressant dans ses conclusions. Voilà. Ça fait partie des aides aux entreprises. Ah ben bien sûr. Oui, et qui effectivement pose question. Donc, il y a des travaux ponctuels d'évaluation de dépenses fiscales. Encore une fois, le travail sur le CIR est intéressant. J'insiste quand même aussi sur la... C'est un vrai challenge méthodologique, hein, de faire ces évaluations. J'ai un peu écouté ce que vous ont dit
les collègues de l'INSEE la semaine dernière. Donc effectivement, pour faire ça de manière correcte, il faut définir un échantillon d'entreprise qui a obtenu l'aide, un échantillon d'entreprise comparable qui n'a pas obtenu l'aide et voir si les comportements divergent. C'est jamais très simple. D'abord parce que souvent ces aides sont concentrées sur un assez petit nombre d'entreprises. Donc l'échantillon d'entreprises qui a obtenu l'aide n'est pas très élevé. C'est pas facile ensuite de trouver des entreprises exactement comparables parce que les entreprises sont quand même toutes très différentes les unes des autres. Ensuite, vous avez deux phénomènes. Un, les séries statistiques sur les entreprises, il y a énormément de bruit. Donc quand vous avez le Covid, est-ce que ça brouille complètement tout ce que vous pouvez interpréter dans les chiffres? Et enfin, vous avez toujours des questions assez compliquées de détricoter la causalité. C'est-à-dire que, oui, vous allez découvrir que les entreprises qui ont bénéficié d'aide à l'investissement, en principe, font plus d'investissement. Mais c'était peut-être des entreprises qui, de toute façon, auraient fait plus d'investissement, même s'il n'y avait pas eu l'aide. Donc, c'est jamais... c'est ce que vous ressentez un peu quand vous lisez le rapport sur le CIR. C'est pas évident d'arriver à des conclusions hyper claires, hein. Donc, c'est des travaux d'évaluation qui sont quand même difficiles à mener, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne faut pas les mener. Et j'ai oublié un point tout à l'heure. C'est d'autant plus important que la Commission européenne, maintenant, sur tous les programmes qui sont qualifiés de programmes d'aide majeurs, donc plus de 150 millions d'euros de mémoire, demande au moment où elle autorise l'aide à ce qu'il y ait un référentiel d'évaluation qui lui soit fourni et ensuite à ce que l'évaluation soit faite. Et si vous interrogez la Commission européenne, vous verrez, je ne suis pas sûr qu'on soit les premiers de la classe dans ce domaine. Donc l'évaluation est quand même une pratique, c'est difficile, mais il faut néanmoins s'y livrer. Voilà sur l'évaluation des dépenses fiscales. Je suis moins familier, pour être clair, des subventions. Je pense que c'est surtout des sujets France 2030 aujourd'hui qu'il faut regarder. Votre question sur Michelin, donc je peux vous y répondre. Donc, est-ce qu'on a été sollicité? La réponse est oui. Est-ce qu'on a répondu favorablement? La réponse est non. Parce qu'en fait, on fait déjà une mission sur une entreprise qui, avant Michelin, avait fait l'objet de ce type de discussion. Donc, peut-être qu'on va attendre les conclusions de la mission précitée avant de s'engager. Donc, on a demandé aux autorités politiques de nous laisser terminer la première mission, de voir le type d'enseignement qu'on pouvait en tirer, et à partir desquels on définirait une méthodologie et on verrait comment on peut s'organiser pour répondre à ce type de questions. Donc vous confirmez bien que vous avez été sollicité. On a été sollicité, oui, bien sûr. Politiques à ce moment-là. Comment? Par les politiques. Ah oui, par les décideurs politiques à ce moment-là. Voilà, mais que on a demandé à Premier ministre ou enfin peu importe. Comment? Par le Premier ministre. Oui. Mais dans un premier temps, vous n'avez pas donné suite dans le sens où vous avez déjà le même genre d'initiative. On a déjà une en cours, donc on a sur une autre entreprise. On n'avait pas encore lancé la première, qu'on nous demandait déjà de faire la suivante. Donc on a dit écoutez, d'abord mettons-nous d'accord sur la première, faisons la première, voilà, et on verra ce qu'on fait. Et vous en êtes où sur la première? Elle est quasiment terminée. D'accord. Voire terminée. Donc, pardon, combien de personnes s'occupent de ces questions-là à l'IGF? Parce que vous soyez, vous, déjà mobilisé sur une question, voilà, mais le pouvoir politique et le Premier ministre, même pas une commission parlementaire, demande une question. Je crois que c'était au mois de décembre, ou même en novembre, parce que décembre était un autre moment de censure, pardon. Donc novembre, on est en février. C'est une question qui reste d'actualité. À peu près combien de temps vous mettez pour faire un rapport sur ces questions-là, et combien d'agents ils sont dédiés? Parce que est-ce que c'est par manque de moyens humains que vous ne pouvez pas répondre aux sollicitations politiques? Que partagez ou pas, c'est pas une question. Le Premier ministre demande quelque chose, au minimum qu'il puisse disposer de l'information dans un délai raisonnable. Donc, rajouter, est-ce que vous êtes habitué à ce genre de demande, ou est-ce que voilà, c'est arrivé sur une autre entreprise, là, le dossier est terminé, vous la demandez sur Michelin, puisqu'on parlait de Michelin, est-ce que le fait qu'on vous le demande souvent fait que justement vous ne pouvez pas tout prendre, ou est-ce que... Alors, donc, à l'inspection, on n'est pas du tout spécialisé par type de mission. Les gens ont des affinités, mais donc ça,
Voilà, et c'est vrai qu'on ne peut pas faire toutes les missions qu'on nous demande, forcément dans un délai très court, pour des raisons de tension sur les effectifs. Une mission comme ça va prendre, on va être sans doute 3, et ça va nous prendre 1 mois et demi à peu près, voilà, pour faire le boulot. Pardon de mon étonnement, et ce n'est pas contre vous. Non, mais ce n'est pas une question ni personnelle, mais le Premier ministre, interpellé par l'Assemblée nationale et le Sénat, à des questions d'actualité de groupes plutôt divers. Comme ça, voilà. Dit et prend un engagement, je vais demander des comptes à Michelin et je demande donc aux services concernés de me faire un rapport. On est au mois de novembre dernier et on s'aperçoit donc mi-février que la question n'a pas débuté et qu'il faut pour cela 3 agents pendant 1 mois et demi. Je pense que pour le coup, c'est des choix internes et ce n'est pas vous, hein, je ne connais pas le fonctionnement, mais des choix internes qui font que, y compris la parole politique, vous comprendrez qu'elle n'a même plus de valeur, parce que si le Premier ministre s'engage devant la représentation nationale à demander un rapport et que quasiment 3 mois après, et d'autant plus il n'est même plus Premier ministre, parce que la vie politique a fait que, je vous avoue que c'est un peu mais bien sûr, dubitatif. Voilà. D'accord, donc nous on a eu, pour être précis, je vais peut-être répondre à la question différemment. Donc est-ce qu'on a l'habitude de faire ces travaux, Monsieur le Président? Absolument pas. Voilà, ça ne fait pas du tout partie des missions de l'IGF. La question nous est venue à l'automne sur une autre entreprise qui bénéficie d'aide à la recherche et développement, dont le ministre de l'économie et des finances s'était engagé vis-à-vis de la représentation nationale à ce que l'IGF fasse un rapport. Le rapport est fait. Voilà. Ce qu'on a demandé, on a demandé, et ça me paraît quand même pas, et j'en ai d'ailleurs été très instrumental dans cette prise de position, c'est-à-dire, écoutez, faisons d'abord le premier rapport. Voyons dans quelles conditions il nous est possible de répondre à la question qui est posée par le pouvoir politique, qui n'est quand même pas une question très simple. Parce que si vous voulez, l'entreprise, pourquoi est-ce qu'elle va nous répondre? Elle va nous dire, oui, mais qu'est-ce que vous venez faire là, monsieur? Elle bénéficie de l'argent public. Mais oui, mais si on lui demande combien elle a touché, ça me semble... Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'elle nous répondrait? Elle n'y est pas tenue. Si vous voulez. Nous, elle va nous dire, écoutez, donc elle n'est pas tenue de répondre sur l'argent public et l'utilisation. Non, l'IGF a des pouvoirs qui sont définis par des textes réglementaires et par la loi. Et le fait de contrôler l'utilisation d'une aide reçue par une entreprise, je vous le dis clairement, n'en fait pas partie. Ben, si vous voulez, non, mais qui peut contrôler? Quand vous êtes sur des aides à l'emploi, les URSSAF contrôlent ce genre de choses. Vous voyez, donc c'est là où nous, quand vous êtes sur du crédit d'impôt recherche, croyez-moi, l'administration fiscale contrôle. Donc la réponse qui est quand même faite assez spontanément, je reviens au point de départ, c'est que ces aides, elles sont quand même contrôlées. Oui, mais pas suivies ni évaluées. Mais voilà, non mais après, si vous voulez... En revanche, je comprends parfaitement votre question. C'est assez troublant, et ça, j'en suis tout à fait d'accord avec vous, quand on dit combien elle a touché, que la réponse que je vous fais aujourd'hui, c'est moi, je ne le sais pas, je ne peux pas lui demander. Il faut aller interroger les services fiscaux, il faut interroger l'URSSAF, ce qui est dans ce qu'on a fait sur le précédent sujet. Ce qui prône quand même sur la question de la transparence. Oui. J'en reviens à la première question, ou au moins d'avoir un tableau de bord. Absolument. Où on sait. Et j'ai 2 dernières petites questions. Non, mais je veux pas vous donner. Non, mais bon, je veux bien. Allez-y. Non, on peut finir je sur souhaite cette que la question-là. réponse soit l'inspection générale des finances. Elle a des pouvoirs qui sont strictement définis. Elle n'a pas l'autorité de contrôler. Premièrement. Deuxièmement, on n'a pas vocation à se substituer ni aux URSSAF, dont on a peu parlé aujourd'hui, mais qui sont quand même une administration importante dans la gestion de ces dispositifs pour tout ce qui est exonération fiscale, ni sur les questions fiscales. Donc nous, on peut effectivement consolider l'ensemble de ces données et porter un jugement. Donc c'est ce qu'on a fait dans un premier cas. C'était un sujet entièrement nouveau D'ailleurs, pour nous. c'est quel cas Le ministre de l'économie de l'époque, c'est Sanofi en l'occurrence. D'accord. S'était engagé, et donc cet engagement a été tenu, le rapport est fait. Donc, si vous voulez... Il est public? Non. Pourquoi il n'est pas public? Il n'est pas public parce que si on veut faire ce travail sérieusement, il y a des données qui sont couvertes par le secret fiscal et des données qui sont couvertes par le secret des affaires.
on peut pas rendre public les données qui concernent l'impôt payé par une entreprise. C'est pas possible. Et donc, l'utilisation de l'argent public, à chaque fois, on va nous opposer secret des affaires et secret fiscal. Dès lors que vous allez descendre dans un degré de granularité qui est celui de l'entreprise, oui. Bon, de toute façon, on demandera, on verra avec M. le Président, Alors, on en débattra. En tant que sénateur, vous avez des pouvoirs qui vous permettent de passer outre. Dans le cadre d'une commission d'enquête. Vous me dites, c'est public. Non, les données fiscales d'une grande entreprise française ne sont pas publiées, ne sont pas publiques. Très bien. Et moi, j'ai une dernière question, Monsieur le Président, je reviens, moi, sur la définition que vous donnez aux aides publiques. Ce qui nous intéresse, vous l'aurez compris, c'est d'abord de dresser un constat partagé. Donc, on a entendu l'INSEE, vous avez écouté l'audition qui dit qu'il ne connaît pas le plafond, mais le plancher, c'est 70 milliards. D'autres évoquent 180, 190 milliards. On va jusqu'à 250. Ça dépend si on prend aide directe, indirecte. Pour le coup, je sais que vous n'avez pas ce tableau de bord, mais l'administration que vous représentez estime, est-ce qu'elle a une estimation de combien nous parlons d'argent public en aide directe et indirecte? Est-ce que vous avez une estimation propre à votre administration? Je rajouterai, par rapport à ce qu'on a pu auditionner jusqu'à maintenant, que sur le principe des minimis, Bercy tient compte et compile les aides aux entreprises jusqu'à 300 000 euros notamment, puisqu'au-delà de 300 000 euros, vous êtes obligé de faire une déclaration au niveau européen. Donc, il existe un tableau de bord pour toutes les entreprises qui touchent des aides jusqu'à 300 000 euros et au-delà de 300 000 euros. Et donc, c'est plutôt dans ce sens-là, je pense, que le rapporteur voulait aller. Et est-ce que ce tableau de bord est communicable? Alors, le tableau de bord est tenu par la DGE, donc il faut s'adresser à la DGE pour en obtenir la communication. Voilà, vous allez le faire. Je crains que vous ne soyez pas totalement enthousiasmé du résultat. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines aides qui ne vont pas être tracées dans le tableau, c'est-à-dire toutes les aides qui ne sont pas des aides au sens d'aide d'État au sens de l'Union européenne. Donc, par exemple, le crédit d'impôt recherche ne va pas y figurer dans le tableau, pour vous donner un exemple. Voilà. Donc, c'est compliqué. Vous avouerez... Il y a 10 minutes, on disait l'inverse. Comment? Vous avouerez que... Non, mais quel que soit ce que l'on pense des aides publiques, et vous aurez compris, je crois qu'ici, dans l'ensemble des parlementaires, dans notre diversité, nous sommes pour accompagner nos entreprises, l'emploi, la formation, les salaires, le maintien d'outils industriels en France, bref. Mais quand même, je suis très interrogatif. Pas de tableau de suivi, pas d'évaluation, on ne sait pas combien d'argent public on parle. On auditionne, vous êtes les premières administrations, c'est compliqué, c'est pas moi, c'est le voisin, le tableau. Ça crée quand même, vous voyez bien, un sentiment, pour reprendre, c'est le bon ton. En ce moment, tout le monde parle de sentiment, et il y a une question, c'est qu'il y a beaucoup d'argent public mis sur la table, autour entre 200, 250, peu importe le chiffre, c'est beaucoup d'argent public pour accompagner les entreprises. En même temps, 300 plans de licenciement, ArcelorMittal aujourd'hui, hier à Auchan, Michelin, enfin bref, on ne va pas tous les énumérer. Les mêmes versent des dividendes et on a l'impression qu'on a un État face à cela qui est désemparé, qui dit « Ah, moi, je ne sais pas combien on parle ». Quand on pose des questions, y compris quand le Premier ministre demande au service, on va voir plus tard, parce que déjà on a fini un rapport sur Sanofi, pas en mesure de mettre 3 personnes en 1 mois et demi. Vous comprenez bien, au minimum, notre interrogation, notre étonnement. Je ne dirai pas plus, je vais en rester dans des propos mesurés que m'offre la mission de rapporteur. Voilà, mon étonnement, et encore une fois, ce n'est pas vous, et moi je pense que c'est des choix politiques. Non mais, je finis par là, c'est des choix politiques. À un moment donné, je pense qu'il faut qu'on arrive ensemble à se mettre d'accord, au moins avoir un tableau de bord, de la transparence. Je ne dis pas que tout le monde peut y avoir accès, mais en tout cas les parlementaires, la représentation nationale, et qu'à chaque fois qu'on a un débat budgétaire et qu'on parle de grande masse, on puisse quand même disposer et de savoir comment il est évalué et suivi. Voilà. Mais je ne peux que partager ce point de vue. À chaque fois qu'on renouvelle un crédit d'impôt, donc le projet de loi de finances renouvelle le crédit d'impôt jeux vidéo là pour 4 ans.
Voilà. Ce Pourquoi? qu'est en train de faire Ubisoft, Domnode et tant d'autres. Pourquoi? Voilà. Ouais. Sur quelle base? Où est le rapport d'évaluation? Qui en bénéficie? Tout à un moment où on renouvelle. Mais, si vous voulez, dès On le départ, renouvelle sans se baser sur une évaluation. mais parce que et un dès le suivi. départ, quand on renouvelle, Voilà. au minimum, quand on a renouvelé, il aurait fallu demander à ce qu'il y ait un rapport d'évaluation qui soit produit dans un délai. Donc, c'est ce qui s'est passé sur l'IR-PME, où au moment de la discussion du renouvellement du taux majoré, donc là, on a demandé à l'IGF, en l'occurrence, j'ai suivi cette affaire, de faire une évaluation. Donc, le Parlement a demandé, et on l'a fait dans les délais que vous soulignez, mais on l'a fait quand même, et le rapport existe et il a été rendu public. Il a d'ailleurs été très partiellement suivi des faits, puisqu'on a décidé de majorer le taux des FCPI pour des raisons quand même qui, enfin, quand on regarde bien le sujet, pose question: pourquoi est-ce qu'on continue à majorer le taux de ce dispositif dont par ailleurs le rapport préconise la suppression dans un an à son expiration. Donc peut-être leur laisser à 18% encore un an n'aurait pas été une mauvaise chose et aurait permis de préparer la transition. Bon, bref. Donc de toute façon, il y a une discipline clairement instaurée, qui en partie d'ailleurs va nous être imposée par l'Union européenne au moment du renouvellement de chacune de ces mesures, de demander si possible d'avoir une évaluation avant le renouvellement, et à défaut, quand on la renouvelle, d'exiger une évaluation précise. Est-ce qu'il est possible de bénéficier du rapport sur Sanofi, parce que nous allons les auditionner, et quand rendrez-vous celui sur Michelin, et est-ce que sera-t-il possible de nous le communiquer? Comme je vous l'ai dit, celui sur Michelin, on ne sait pas. J'ai bien compris, mais celui sur Sanofi est bouclé. Il faut que vous demandiez au ministre. D'accord, très bien. Je vous remercie, monsieur. Voilà. On demandera au ministre. Je précise quand même, bien évidemment, comme vous nous l'avez expliqué, que le fait de dévoiler certaines choses, notamment en commission d'enquête, peut aller à l'encontre du secret professionnel ou des affaires, ou du secret fiscal, mais par contre qu'il vous est loisible de nous transmettre en marge. Et comme c'est pas public, je vous rappelle qu'il y a un devoir de confidentialité, une obligation de confidentialité sur ce qui n'est pas public au sein de cette commission d'enquête. Et donc vous pouvez très bien nous envoyer les données pour nous-mêmes travailler dessus en commission d'enquête. Il n'y aura pas de divulgation publique puisque ça n'a pas été donné en audition publique. Voilà. Ça, vous connaissez mieux ces procédures que moi. De toute façon, nous, les rapports, ensuite, on n'en est pas propriétaire, hein, donc on les diffuse à ceux à qui on nous dit de les donner. Et voilà. Donc c'est pas nous qui décidons de ce genre de choses, mais bon, ce qui est certain, et peut-être je peux revenir d'un mot sur la transparence. Il est certain que, et sur la difficulté de faire ces missions, hein, si vous voulez, on n'a pas non plus, je peux comprendre que ça génère une certaine frustration, mais on n'a pas des pouvoirs d'investigation extraordinairement puissants face à une entreprise. Donc les données qu'elle nous donne, c'est dans le cadre d'un certain nombre d'engagements et d'une forme de rapport de confiance qui repose sur le fait que les données vont rester confidentielles. C'est pas uniquement, je dirais pas, c'est pas forcément de la cachotterie malsaine. C'est vrai que dans ces groupes qui sont très exposés à la concurrence internationale, l'impôt qu'ils payent, les structures de coûts, etc. Enfin, quelqu'un de mal intentionné peut quand même pourrait utiliser ces informations et nuire à l'entreprise. Donc il y a un souci légitime de ces grands groupes, et c'est pour ça qu'on voulait faire un premier test, qui d'ailleurs s'est conclu dans de très bonnes conditions avec l'entreprise en question, qui a bien compris la logique de l'exercice. Mais la contrepartie est que les données ne se retrouvent pas sur la place publique. Et la difficulté qu'il y aura à faire une transparence globale, c'est que par mesure, je crois que bien sûr, il faut que le public soit davantage informé qu'il ne l'est dans le... J'avais aussi travaillé sur la programmation, sur la présentation du rapport du programme 134, donc le programme aide aux entreprises, où vous trouvez toutes ces dépenses fiscales. On avait proposé d'améliorer avec des indicateurs les informations transmises au Parlement. Bon, ça revient au débat d'origine que l'on a eu, et qu'il faut les construire, ces indicateurs, suffisamment en amont. Donc on aura des indicateurs par secteur, mais c'est vrai que on se heurtera, dès qu'on cherchera à avoir trop de granularité, on aura des difficultés. Hein. Excusez-moi, mais ce qui reste incompréhensible, voire aberrant, c'est que je comprends quand vous demandez à l'entreprise des informations, qu'il y a un rapport de confiance, très bien, mais que l'administration ne sache pas combien elle donne, et c'est ça qui est complètement incompréhensible, si vous voulez. On contrôle l'argent public, par exemple, les chômeurs qui nous regardent,
Eux, s'ils ratent un mois les papiers, hop, sanction, on enlève, le RSA, etc. Et là, que l'administration ne maîtrise pas combien elle donne, entreprise par entreprise et dispositif par dispositif, et qu'elle soit obligée d'aller le demander à l'entreprise et à son bon vouloir vous le donner, pardon, je ne dis pas que ça doit reposer que sur vous, et j'entends les moyens humains limités. Donc c'est pas ça. Mais vous comprenez notre étonnement. Non, mais alors là, voilà. Excusez-moi, je me suis très mal exprimé, je me suis pas bien fait comprendre. Quand on fait ces travaux-là, l'essentiel du travail se fait avec l'administration, et ça consiste à recenser administration par administration et mesure par mesure combien l'entreprise a touché. C'est un travail très interne. Voilà. Ce qui est tout à fait exact, c'est que oui, non, mais bien sûr. Parce que comprenez l'étonnement du rapporteur, oui, mais non, pas que mais du je suis rapporteur. désolé, je me suis très mal exprimé, c'est de ma faute. Donc je veux vraiment préciser ce point. Le travail consiste à faire la tournée des services qui ont potentiellement versé des aides en leur demandant combien, etc. Et on a l'information. C'est dans des formats qui sont propres aux uns et aux autres, donc ça nécessite un peu de travail et d'interprétation. Les collectivités locales, il y en a qui vous répondent pas. Hein. Vous avez des régions, voilà, allez-vous. Hein. On n'a pas à vous répondre. Bon, voilà. Et après, c'est vrai qu'ensuite, Vous recroisez avec les... voilà, et puis, si vous voulez, pour arriver à progresser, c'est là où cette relation de confiance est quand même importante. Il faut comprendre, quand on essaie de se prononcer sur est-ce que ces aides avaient un sens, pourquoi, et voilà, là il faut quand même qu'ils acceptent un minimum de dialoguer. Qu'est-ce que vous avez fait avec, combien vous employez de chercheurs, qu'est-ce que, vous voyez, et ça c'est pas des questions qu'on a nous dans les dossiers administratifs. Surprenant, je suis d'accord avec vous, mais c'est un état de fait. Merci, Monsieur Auberger. Je précise juste pour une question de droit que donc cette obligation de confidentialité qui concerne chaque membre de la délégation, dès l'instant où des informations ont été remises non publiquement, nous engage sur 25 ans de confidentialité. Donc voilà. Alors, j'ai des sollicitations pour des questions. Laurence Haribé, Thierry Kozik, Marc Laménie, et donc 3 questions. Et ensuite, on aura Anne-Sophie Romani et Evelyne Renaud-Garabédian. Si vous pouvez essayer de faire le plus concis possible, chers collègues, c'est pour que... Très sincèrement, je vais abandonner mes questions parce qu'elles ont été essentiellement posées par Fabien Gay et que je pense que des questions en l'état actuel de l'audition n'apporteront pas grand-chose à notre étonnement et quelque part, c'est même pas de la frustration, c'est de l'étonnement agacé, quoi, en fait, sur moi, j'ai parcouru le rapport, là, on est quelques-uns à regarder le rapport lié à ce que vous nous avez présenté. À chaque paragraphe, le paragraphe se termine en disant le temps limité imparti ne nous a pas permis les données que nous avons ne nous ont pas permis. On a quelque part des notes qui sont des inventaires à l'après-vert sur une succession d'aides, mais il n'y a aucune vision générale synthétique de ces aides. Donc, je veux dire que c'est vraiment... moi, je suis abasourdi devant le manque d'outils qu'on a d'évaluation. Et je rappelle que le titre de la commission d'enquête, c'est pas le contrôle des aides, c'est commission d'enquête sur l'utilisation des aides publiques aux grandes entreprises avec un souci d'évaluation, d'efficacité, parce que derrière, il y a bien entendu les prélèvements sur notre économie, et puis il y a l'efficacité d'une politique industrielle et d'une politique économique. Une toute petite remarque, quand je regarde cette diapositive, ça nous a fait sourire, parce qu'en fait, quand on regarde aide directe, on a subventions et aides fiscales, puis après on a les aides indirectes. Les aides indirectes, ça s'intitule des aides aux ménages ou ça s'intitule des aides aux salariés et exonération de charges. Pour moi, c'est très révélateur d'une culture française de ce thème-là.
parce que moi j'aurais préféré les aides aux entreprises concernant les masses salariales, l'exonération de cotisations sociales et pas de cotisations de charges. Les aides à la formation, c'est pas des aides aux salariés, c'est bien des aides aux entreprises. Donc il y a quelque chose dans la façon de présenter les choses qui me semble assez révélatrice de la culture de contrôle par rapport à une culture fiscale, mais pas du tout une politique de compréhension de ce qu'est une politique industrielle et économique et de ce que doit être une politique d'évaluation de l'efficacité de nos politiques. Voilà, je m'en limiterai là parce que je pense qu'une question ne servirait à rien, ça apporterait pas grand-chose à la compréhension et à ce que vous nous avez dit. Merci Laurence. Thierry Kozik. Merci Monsieur le Président. Moi également, il y a un certain nombre de points que je voulais soulever qui ont été posés par le rapporteur. C'est plutôt rebondir sur vos propos. J'avais 3 petites questions, mais c'est le premier. Je m'interrogeais, c'est est-ce qu'aujourd'hui les aides telles qu'elles sont prévues au moment de leur mise en œuvre, elles sont bien calibrées? C'est-à-dire, je m'interroge en fait, sur ce point, c'est est-ce qu'en fait, il n'y a pas une difficulté en fait dès la mise en œuvre d'un dispositif? Est-ce qu'on le calibre bien? Est-ce qu'il y a une étude d'impact? Est-ce que ce genre de choses, on le mesure bien aujourd'hui? Le deuxième, c'était, on voit l'absence d'évaluation et de suivi. Il y a une question de moyens derrière. Est-ce que c'est un problème de moyens humains? Est-ce que c'est un problème d'organisation? Est-ce que c'est Comment vous le voyez? Et une troisième petite question, mais qui sous-tend les deux premières, c'est est-ce que vous pensez que le législateur devrait étendre les pouvoirs? Tout à l'heure, vous avez étendu en disant, mais on n'a pas non plus, on n'a pas le panel de pouvoir aller partout, tout savoir. Est-ce que aujourd'hui, le législateur devrait, en fait, à un moment, réfléchir aussi à pouvoir donner des pouvoirs un peu plus larges? Pour pouvoir faire des évaluations et un suivi de qualité. Je comprends que du côté du contrôle, c'est le cas, mais sur l'évaluation et le suivi, on a... Voilà, c'est 3 petites questions. Pardon, je pense que je vais changer un petit peu. On va faire toutes les questions. Et comme ça, vous pourrez à la fois répondre et conclure. On verra si le rapporteur veut rebondir sur un truc. Mais voilà. Donc, Marc Laménie, Anne-Sophie Romani et Evelyne Renaud-Garabédian. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Merci, Messieurs les inspecteurs généraux. Vous avez... Le titre résume complexité. Vous l'avez franchement, sincèrement rappelé. Alors moi, j'aurais un petit peu... Le rapporteur a parlé des moyens humains. Ça revient souvent. Je crois que l'administration fiscale, vous, au niveau de l'administration centrale et sur le terrain, au niveau des directions départementales sur le terrain, dans nos territoires et départements respectifs, je dirais, sur le terrain, je pense que les personnels ont réellement une bonne connaissance du monde économique, des entreprises. C'est bien hiérarchisé. De l'autre côté, les entreprises, quelle que soit la taille, maintenant font appel, la plupart ou même toutes, à des experts comptables, des commissaires aux comptes, des centres de gestion agréés, etc. Donc en termes de... il doit y avoir une aide ou une lisibilité financière en termes de comptabilité. Et mon autre question, c'est sur le volet. Bon, il y a les aides de l'État, mais il y a aussi la compétence économique qui relève sur le terrain aux intercommunalités et aux régions. Donc, elle donne aussi des aides. Alors, quelles sont vos capacités aussi pour contrôler ces aides apportées par les collectivités territoriales qui ont la compétence dans le développement économique? Voilà. Et puis en ETP, en moyens humains, est-ce qu'il faut réellement des moyens humains supplémentaires? Voilà, merci.
Merci, Président. Merci beaucoup à notre rapporteur qui a effectivement posé quelques questions parce que moi, les bras m'en sont tombés à certains moments de l'audition. Merci Thierry d'avoir apporté cette question du rôle du législateur parce que si nous avons bien compris, en tout cas si j'ai bien compris, il n'y a aucune instance ad hoc pour contrôler et évaluer l'ensemble des aides publiques, puisque vous nous avez parlé de l'URSSAF, vous nous avez parlé... En fait, c'est en silo. Ça veut dire que, me confirmez-vous qu'il n'y a aucune instance qui chapeaute ces silos-là pour avoir des informations convergentes? C'est ma première question. Effectivement, le rôle du législateur pourrait avoir un intérêt particulier, je pense, pour faire converger les silos. Le fait qu'il n'y ait pas d'évaluation systématique avant le renouvellement d'une aide, ça c'est pareil. Enfin, quid du rôle du législateur dans ce processus, parce qu'on ne peut pas continuer à renouveler des aides en se basant sur le sens du vent. Enfin, je pense qu'à un moment, il faut être raisonnable et responsable. Et enfin, troisième question, vous avez évoqué dans vos propos liminaires les aides à la bioéconomie et aux biocarburants, vous les avez fléchés dans l'ensemble, parce qu'on a quand même plus de 600 dispositifs, plus de... Voilà. 600 dispositifs et 2200 aides, voilà, c'est ça. Et pourquoi les biocarburants et pourquoi la bioéconomie? Alors moi, je m'interroge parce que quand on voit le nombre d'aides qui existent, je suis marnaise, j'aurais peut-être dû commencer par là. Sénateur de la Marne, territoire de la bioéconomie. Je m'interroge beaucoup, monsieur, sur vos propos concernant les biocarburants et la bioéconomie. Merci de m'éclairer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'inspecteur général des finances, moi je suis sur un autre sujet que mes collègues. Je voulais savoir, mais je ne suis pas sûre que vous puissiez, compte tenu des propos que vous avez tenus, je ne suis pas sûre que vous allez pouvoir me donner un chiffre. Je voulais savoir si vous aviez une idée des aides qui sont consenties aux petites et moyennes entreprises par rapport aux grandes entreprises. Alors pourquoi? Pour parler d'un détail, parce que je suis inquiète et je me dis que toute diminution qu'il pourrait y avoir ou économique qu'il y aura par la réduction du montant des aides qui sont consenties aux entreprises vont être touchées, surtout les petites. Je vois dans votre rapport, vous avez notamment préconisé que l'un des axes d'économie que l'on pourrait trouver serait l'économie de réduction de la TVA qui serait rapportée à un taux normal, notamment pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Vous savez très bien que les petites entreprises, s'il y a une augmentation à nouveau du montant de la TVA, vont être obligées de la faire pratiquer à leurs clients, alors que les grandes entreprises ne vont pas avoir à le faire. Donc j'aimerais bien avoir votre avis sur ce point. Deuxièmement, je suis rapporteur de la PPL sur la vie chère en Outre-mer. 7 grandes entreprises tiennent le pays, elles tiennent le marché, c'est elles qui réalisent des chiffres d'affaires très importants. Est-ce que là, vous avez une idée de la répartition qu'il y a, un peu comme en métropole, de la répartition qu'il y a entre l'aide qui sont consenties à toutes ces grandes entreprises et l'aide qui sont consenties aux petites? Merci. Merci, chère Evelyne. On a une dernière petite intervention de notre rapporteur et puis après, vous pourrez répondre aux différentes questions et conclure. Par contre, on m'en dise, je repose la question, parce que je n'ai pas entendu votre réponse, vous m'en excuserez si vous l'avez donnée. À combien vous évaluez les aides directes ou indirectes, ou si vous n'arrivez pas à les évaluer, hein, voilà, pour qu'on sache à peu près votre estimation. Et puis, une toute petite question. Par exemple, la détaxe pour les produits de luxe, est-ce que ça rentre dans les aides directes ou indirectes? Parce que, par exemple, les douaniers m'ont dit à peu près 2 milliards d'euros d'argent public. Donc, c'est le fait que un étranger hors Union européenne achète un sac de prestige, va à l'aéroport et se fait rembourser la TVA. Et là, je vous invite un matin, on ira tous les deux avec les douaniers sur le contrôle. Non, parce que là, c'est assez éclairant. Les gens, ils reprennent la TVA et puis ils ne rentrent jamais dans l'avion, ils repartent. Donc, par exemple, vous m'avez dit, tout est très, très bien contrôlé. Je vous invite un matin à venir avec moi et à discuter avec les produits douaniers. On rend 20% de TVA. Et là, est-ce que c'est une aide directe, indirecte, ou est-ce qu'elle n'est pas comptée pour vous? Voilà, je vous remercie. Merci à vous, monsieur. Président, dans l'usage, je veux qu'on prenne les questions dans quel ordre? Pardon. L'usage, je veux qu'on prenne les questions dans quel ordre?
Alors, franchement, Par le du moment, début du ou par moment la que vous fin répondez à toutes Alors, les je commence par le sollicitations, vous le début, faites je dans commence l'ordre par où le vous voulez. début. Attendez, donc je reviens au début. Alors, oui. Peut-être la question, des questions des moyens humains, d'abord, auxquels je crois, sur lesquels deux d'entre vous nous ont interrogés. C'est plus, si vous voulez, c'est une question de culture au moment du renouvellement des aides. Si au moment où une aide est renouvelée, je pense par exemple à l'incorporation du bioéthanol dans les carburants, on disposait d'informations claires, précises et objectives sur à quoi ça sert. Je pense qu'à ce moment-là, à la fois les parlementaires, mais aussi le gouvernement serait en mesure de prendre souvent des décisions plus éclairées et qui rentreraient davantage, qui répondraient à une partie des préoccupations qui vous réunissent aujourd'hui. Je crois que c'est d'abord une question de concevoir et de créer un mécanisme qui instaure une meilleure connaissance et un meilleur suivi de ces aides, qui d'ailleurs à s'apercevoir que une des mesures qui était préconisée en rapport, je me suis aperçu ensuite que c'était pas forcément une bonne idée, quitte ensuite à s'apercevoir qu'on n'a pas forcément correctement traité les sujets ou qu'il y a certains aspects qui n'avaient pas été vus. Mais je pense que ce qui est le plus préoccupant aujourd'hui, c'est l'absence de dispositifs de mesures et de suivi de ces aides, qui je crois est un constat que beaucoup partagent. Donc, davantage qu'un problème de moyens humains. Je crois que c'est pas une question de recruter des dizaines de personnes pour s'occuper de ces questions. Sur le législateur doit-il s'interroger sur les pouvoirs des différents services? Là, la question dépasse un peu ma modeste condition. Je ne suis pas du tout un spécialiste des pouvoirs d'investigation, y compris d'ailleurs ceux du service auquel j'appartiens, que je connais quand même un peu, mais là, il y a d'ailleurs une modification qui vient d'être faite au texte qui permet justement à l'IGF d'avoir davantage de pouvoir et de ne pas se faire opposer notamment le secret des affaires, etc. Donc ça, c'est un développement qu'on a longuement souhaité, dont on est très heureux qu'il se fasse et qui va faciliter ce type d'investigation. Je pense notamment, il y avait des dossiers de maisons de retraite que vous connaissez bien, qui étaient un peu à l'origine de ces discussions. Donc je ne crois pas qu'à ce stade, ce soit une vraie question de moyens humains. Sur les aides des régions et des intercommunalités, je vous réponds, nous n'avons aucun pouvoir. Voilà, donc là au moins la réponse est claire. Ça c'est vraiment au bon vouloir. Il n'y a pas moyen de savoir exactement. Les seuls qui ont des informations, c'est la DGE, parce que effectivement, pour le coup, dans le cas des aides de minimis, là les régions, en ce sens notamment, elles distribuent des crédits FEDER, elles sont quand même tenues de renseigner les fichiers et de dire ce qu'elles ont fait. Voilà. Mais en dehors de ça, comment ? Je vais venir maintenant au silo. Donc, madame, vous avez tout à fait raison. Tout est siloté. Donc, vous avez un silo URSAF, vous avez un silo DGFIP, vous avez un silo France 2030, BPI France et les différents opérateurs de France 2030. Chacun à l'intérieur vous avez l'ADEME aussi, enfin les différents opérateurs publics, le CNC dans la culture. Chacun gère ses dispositifs. Et c'est vrai que c'est une interrogation. C'est très édifiant que ce soit vous qui nous le disiez. Pourquoi ? Parce que c'est quand même mieux quand ça vient de l'administration. Enfin, personne ne peut vous dire le contraire. Enfin, il y a pas de personne ne va vous dire qu'il y a un tableau qui consolide les aides versées que touche un groupe, je sais pas, de cinéma par exemple. Non, mais au titre de son activité de production, cette capacité de travailler en silo et chacun dans son couloir et de vous dire combien il touche de TVA à taux réduit sur les places de cinéma. Moi, je voudrais noter le fait que vous n'hésitez pas à le dire, ce qui est quand même assez rare venant de l'administration. Et merci. En tout cas, voilà. Non, mais par ailleurs, il est certain que, enfin, voilà, c'est difficile de faire progresser ces débats quand on renouvelle ces dispositifs sans les réinterroger quand même de manière un peu plus approfondie. Voilà. Ça, c'est encore mieux comme c'est vous qui le dites. Bon. Enfin, je pense pas que le ministre me désavouerait sur cette question. Bon. Voilà. Sur votre question, madame, donc les législateurs, la calibration, les moyens humains, je pense que j'ai couvert ces questions. Donc la question de l'outre-mer. Alors, bon, je ne suis pas un spécialiste, franchement, de cette question. Ça m'est assez difficile de vous répondre.
Je vois bien ce à quoi vous faites référence. Il y a eu des travaux de l'IGF qui sont conduits, dont certains sont publics, sur les dispositifs d'aide à l'outre-mer. Voilà, leur concentration sur un petit nombre de bénéficiaires. Je ne peux pas vous dire ce qui est vrai et pas vrai. Et sur la répartition entre les PME et les grandes entreprises, il n'y a pas de, c'est pas des indicateurs qui sont forcés. Il y a certaines aides dont seules les PME peuvent bénéficier. Ça, il y a des critères d'attribution en fonction de la taille. Après, une fois qu'une aide n'est pas distinguée en fonction de la taille des entreprises, c'est très difficile d'avoir un suivi par taille d'entreprise. Il faudrait interroger les opérateurs qui distribuent les subventions, quelle est la part qui va aux entreprises par tranche de chiffre d'affaires. Ça, en général, ils sont capables de répondre à cette question. Sur les crédits d'impôt, alors là, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué parce que, encore une fois, c'est pas suivi forcément de cette manière-là, sauf s'il y a un critère de taille qui module le taux et auquel cas, l'administration fiscale va s'y intéresser. Voilà, je crois. Est-ce que j'ai oublié des questions particulières? Ah bon. Le chiffrage, dernière question du rapporteur. Le chiffrage, ah, le chiffrage. Ah, pardon. Hop, je passe les yeux et qui n'a pas eu l'occasion de... Alors même qu'il a longtemps travaillé sur ce sujet, j'ai monopolisé la parole, ce qui n'est pas bien du tout. Allez, oui. Le chiffrage. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, sur le chiffrage, nous avons constaté un total de 88 milliards d'aides d'État et des administrations de sécurité sociale, en ayant exclu du périmètre les exonérations de charges sociales. Et donc, vous, comme l'INSEE, vous considérez que c'est un plancher ou un plafond, ou que c'est le minimum? On parle des aides directes. Là c'est les aides directes. D'État. Ah ouais. Là, nous, on a recensé les aides directes qui relèvent de l'État, y compris les transferts auprès des régimes sociaux qui ne visent pas à compenser les exonérations de charges. Voilà. Donc vous avez retenu la notion d'aide d'État figurant à l'article 107 du traité du fonctionnement de l'Union européenne. Voilà, c'est ce périmètre-là. Ouais. Oui. Donc on peut sans que c'est quand même un peu plus large, en plus si on y ajoute les aides fiscales, etc. C'est un plancher. Si vous élargissez, donc oui, nous, voilà. On a essentiellement regardé la colonne de gauche, si vous élargissez à la colonne de droite qu'on n'a pas traitée, par définition, le chiffre va plutôt augmenter que diminuer. Voilà. Et donc, et si vous y rajoutez toutes les aides des collectivités? Alors par ailleurs, voilà, si on rajoute les aides des collectivités. Ouais. Ouais. Il y a un moment où vous dites que dans le rapport, vous n'arrivez pas à... Non. Alors, pardon. Oui, à un moment dans le rapport, vous faites état que vous l'estimez, c'est une estimation à 9 ou 10 milliards. Ouais. Ou 9 ou 10 milliards, et qu'en fait, il y a toute une partie que vous n'arrivez pas à chiffrer. Non, exactement. Ouais. Si vous voulez, une partie des aides européennes, elles vont transiter par les régions à travers les mécanismes du FEDER. Donc, celles-là, elles sont par définition assez compliquées à retracer en réalité. Je pense que ça, c'est... Je ne me souviens plus exactement des discussions. Non, moi j'ai l'impression que les aides qui ont du mal à être recensées, c'est celles qui sont des réponses à des programmes européens et qui ne passent pas par des enveloppes nationales. Voilà, en fait. alors ensuite vous avez les aides de Horizon, PIEC, etc. Voilà, donc où les acteurs montent les dossiers directement à l'Union européenne et que donc l'État en question a du mal à... Ouais. Mais pour répondre à votre question, c'est parfois des monts. Alors là, pour le coup, je pense qu'on peut dire c'est souvent c'est sur des projets d'ampleur européenne, donc c'est plutôt des très grandes entreprises. Voilà, ça va pas être des montants. Enfin, c'est des montants qui vont être conséquents, mais je pense pas que ça va se chiffrer en dizaines de milliards. Enfin, ça, à l'échelle de ce dont on parle là, c'est pas. Et Monsieur Auberger, si vous deviez vous mouiller un petit peu, alors ça ne sera pas pris comme un chiffre officiel, etc. Vous, de votre expérience, vous estimez, quand on dit entre 200 et 250 milliards, c'est quelque chose qui vous est parfaitement plausible? Si vous voulez, je pense que ce qu'il faut, faut certainement ajouter les exonérations de charges. Voilà, donc déjà, ça fait quand même, si je ne me trompe pas, 80 milliards. Donc là, on va être autour de 88 plus 80, qu'on va arrondir à 170. Voilà,
je pense que bon, on en oublie, hein, mais voilà. Pas... Par exemple, les 2 milliards la détaxe. Alors, j'ai pas répondu à la détaxe. Aide indirecte. Laissez la détaxe. On va garder la détaxe pour la conclusion. Non, mais donc voilà, je pense que si vous voulez entre 170 et on en oublie, on en comptabilise. Après, si vous comptez ma prime rénov, si vous commencez à voilà rentrer, ah oui, bah là, voilà. Mais les aides du ministère. Wow, ça. Oui, bien sûr. Bah, peut-être 200. Peut-être peut-être 200 ou quelque chose comme ça. 250, je pense qu'il faut compter beaucoup de choses, dont la prime des taxes. Alors la prime des taxes, bon, c'est un dispositif de TVA, c'est le fonctionnement de la TVA intracommunautaire, sauf les cas que vous décrivez et que je rencontrerai si je vais avec vous à Roissy. En principe, c'est quand même plutôt des biens qui sont destinés à l'exportation et qui donc sont pas assujettis à la TVA. Ça fait partie, pour moi, ça fait partie des règles fiscales dont je ne considère pas que c'est des dépenses fiscales. Vous aviez eu des débats que vous voyez dans le rapport du commissariat général au plan, les choses comme le régime Murphy, par exemple, c'est des dispositifs de fonctionnement de l'impôt qui n'ont pas été conçus au départ comme étant une aide aux entreprises. On n'a pas conçu la détaxe dans le but d'aider la parfumerie et la maroquinerie française. C'est le fonctionnement de la TVA, et quand c'est vendu à l'étranger, c'est comme ça. C'est pas de la dépense fiscale, mais c'est quand même de la non-rentrée fiscale. Je retiens quand même, je suis assez sidéré par le fait que même quand l'inspection générale des finances se tourne alors vers les entreprises, mais d'autant plus vers des collectivités territoriales et qu'elle a besoin d'informations, on est capable de dire bah non, on répond pas. Voilà. Non, mais comment? Oui, on est reçu, mais bon, là j'ai quand même des exemples récents. Non, mais je veux dire, vous prenez n'importe quelle petite entreprise ou moyenne entreprise qui voit débouler un questionnaire de l'inspection générale des finances, c'est la première tâche le lendemain matin du comptable ou de quelqu'un du service en disant, oh là là, l'inspection générale des finances, t'as intérêt de répondre. Il y a un principe, et là, il y a un principe de libre administration. On a des collectivités locales. Non, mais bon, écoutez, elles s'administrent librement, conformément à leurs droits, et donc elles sont pas tenues de répondre à nos questions. Certaines l'ont fait. Hein. On a des cas, on est reçu, on a des discussions parfois utiles, mais c'est vrai que, y compris enfin, vous demandez au ministère de l'Intérieur le montant des aides aux entreprises versées par les collectivités locales, dont il assure quand même le suivi. C'est sûr qu'on lui a demandé. Hein. On n'a pas de réponse très satisfaisante. Donc il faut regarder dans la comptabilité des collectivités locales. Mais il se trouve que dans la comptabilité des collectivités locales, telle qu'elle est définie par les instructions comptables, la rubrique aide aux entreprises est très agrégée et permet pas exactement de comprendre. Par contre, elles ont une obligation de leur monter la DGE dans le cadre des minimis, et donc elles devraient pouvoir vous les communiquer sur simple demande, la DGE. Non, mais bien sûr. Donc, bon, d'abord, il faut que la DGE ait terminé de monter son fichier. Donc, oui, les aides qui sont décaissées par les collectivités locales dans le cadre des programmes qui ont été notifiés à Bruxelles, oui. Mais ce qui serait intéressant, c'est par exemple ce qui est dépensé dans l'aménagement de l'immobilier d'entreprise, qui est quand même une des formes importantes d'aide des intercommunalités, qui sont d'ailleurs pas en soi tout à fait fondamentales. C'est quand même des postes de budget très importants des collectivités locales, et ça, c'est pas du tout recensé par la DGE. En plus, c'est des aides d'environnement, donc c'est pas si simple. C'est pas si simple. Merci beaucoup, Monsieur Auberger. Merci, Monsieur Benacker. Vous avez fait vraiment. On apprécie la bonne volonté dont vous avez fait preuve pour répondre à nos questions, à celles de mes collègues, à celles du rapporteur. Vous avez pris le temps de le faire aussi, et soyez-en vraiment remerciés.
Nous poursuivons les travaux de la commission d'enquête sur l'utilisation des aides publiques.